notre formation au départ, elle n'est pas tant issue de réflexion autour de design social ou de notre capacité à agir, en tout cas avec, dans une utilité sociale, on va dire. Elle est plus liée, on s'est monté en 2007 avec en tête l'expérience qui avait été faite sur l'invitation de Patrick Bouchain à Venise avec le Metavilla et l'invitation aux étudiants architectes alors de faire l'expérience de vivre à un endroit donné dans leur construction et de l'animer, et de sortir aussi l'idée de l'architecte de son agence, de pouvoir travailler et être dans le faire et dans l'expérimentation concrète. Je pense que nous, c'est un peu le point de départ. Après, il y a la rencontre avec plusieurs disciplines. Au départ, on était 3 et puis vite, on s'est retrouvés à 10 et puis 15, avec l'idée de travailler entre architectes, designers. Je ne me suis pas présentée, mais moi, je suis designer textile à la base. On était graphiste, on était photographe, géographe, gastronome, architecte, etc. Et on avait envie de travailler ensemble. Et c'est vrai que on n'a pas trouvé au départ de cadre pour le faire. C'est vrai qu'on n'avait pas les moyens de monter une agence et de le faire dans un ordre un peu conventionnel. Donc on s'est regroupé autour de la rue au départ, parce qu'on n'avait pas non plus d'atelier. Et puis s'est posé rapidement la question de l'espace public qui nous paraissait, en tout cas sur les premiers endroits où on a commencé à investir les lieux, sur l'hostilité un peu apparente des endroits qu'on avait trouvés. Et notamment, notre point de départ, c'est vraiment à Saint-Denis, voisin d'un garage où on s'est installé, qui est devenu notre atelier de sérigraphie et atelier de construction assez rapidement. C'était une sorte de déshérence des lieux et de perte d'espoir que les gens avaient dans la capacité de faire des choses à ces endroits-là. Donc c'était des pieds d'immeubles de cités, de logements sociaux, de bars. Et sur une envie spontanée de nous expérimenter des possibilités de construire et de solliciter les habitants dans leur expertise du quotidien et de leur connaissance des lieux, ça nous paraissait essentiel d'aller spontanément s'installer à ces endroits-là, à ces endroits un peu hostiles. Donc c'est vrai que les premiers retours ont été assez décourageants parce que c'était des endroits qui faisaient plutôt place à des endroits de deal, des endroits où on n'a pas envie de s'arrêter, des endroits où les gens ne croyaient plus qu'il était possible de faire des choses. Et c'est aussi pour ça que nous, l'idée de départ, c'était de créer de l'utopie ordinaire et de faire qu'on puisse un peu proposer à la fois des espaces, pas seulement de convivialité, mais des espaces où on s'autorise à être et puis à vivre de manière relativement sereine et puis créative surtout. Voilà, donc je vais vous présenter 2 projets, je disais, un sur Paris, dans le 10e, l'expérimentation sur une place publique, place du Buisson Saint-Louis, et un projet Médine Joliot qui est voisin aujourd'hui de notre atelier dans notre quartier. Donc sur la partie, la place, ici présentée, la première fois qu'on découvre ce projet en 2009, c'est lors d'un conseil de quartier. Et pendant ce conseil de quartier, qui est une instance de démocratie participative assez standard, comme j'imagine dans beaucoup de villes, mais on rencontre dans chaque ville un peu des noms différents pour ça, qui regroupe habitants, usagers, acteurs du terrain. On se retrouve dans une sorte d'entre-soi qui ne nous paraît pas correspondre. Là, on est à Belleville, dans un quartier qui connaît une gentrification forte, mais qui est quand même avec une base populaire. Et on ne se reconnaît pas, nous, en tant qu'habitait ce quartier-là. Et on se retrouve dans une réunion publique qui, clairement, ne correspond pas à l'idée de construire la ville ensemble et de la fabriquer. Donc on propose, fin 2009-2010, de se donner 3 ans pour faire une sorte de phase expérimentale, d'associer de manière plutôt ludique et créative un maximum de gens sur différentes phases du projet. Donc il y avait une première partie sur une étude des usages, un peu comprendre comment la place était vécue au quotidien,
une phase pour trouver un peu des moyens plus amusants que des plénières très collégiales pour poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire ici, qu'on sorte un peu de l'intimidation de gens qui ne sont pas forcément à l'aise pour s'exprimer en public, qui n'ont pas forcément la capacité aussi à avoir spontanément une idée, parce que même nous, déjà créatifs, le syndrome de la page blanche est souvent fréquent de qu'est-ce qu'on pourrait faire ici, et c'est souvent une amorce qui ne nous paraît pas toujours évidente. Et on propose de faire ça en 3 temps. Donc il y a un temps de recherche, plutôt un petit labo où on a sorti des cartes, on a fait des entretiens avec des habitants. Donc je vais vous montrer, on a recréé une maquette au 50e qui nous a permis de capitaliser un maximum d'échanges autour des parcours que menaient les gens. Donc là, on a un panel d'une 50aine de personnes, avec à la fois des personnels de la voirie, des services propreté, des habitants un peu de la partie logement social, travailler avec le bailleur, travailler avec plutôt le parc privé, etc., pour essayer de croiser les gens, on essaye de regrouper les gens en petits groupes, donc c'est des petits groupes de 4 à 5 personnes pour pas que ce soit trop intimidant. Et donc cette phase où on comprend les usages, et la deuxième phase qui est un jeu de plateau juste après, où là on rêve sur ce qu'on peut proposer. Donc on a toute une série de contraintes qui sont issues de la première étude, où on a des joueurs de foot sauvage, on a du pigeon en ville qui déstabilise les endroits pour s'arrêter, on a un manque de bancs, enfin on a tout un tas de choses dont il faut sortir. Donc avec ces outils-là, on a pu travailler conjointement avec la ville, leur exposer un peu à la fois ce qui se passait réellement sur cet espace, en mettant aussi des acteurs autour de la table, des acteurs sociaux pour le coup. Donc on avait des centres sociaux, des associations du quartier, un centre Emmaüs, différentes structures. Et l'idée de les mettre autour de la table, au départ, nous, c'était de se mettre autour de la table et puis de partager des repas dehors, d'expérimenter autrement l'espace de vie que je vais vous sortir après. Et là, déjà, c'était aussi comme on travaille ensemble entre disciplines, ça, il y avait cette première idée, mais aussi entre structures qui œuvraient pour un bien commun quelque part, elles, plutôt que nous, et qui avaient du mal aussi à trouver un espace de dialogue ensemble autour de cette place, donc querelles d'usage, etc. Donc là, au-delà de cette partie un petit peu invisible qui a été rendue visible par des rendez-vous ponctuels, on a proposé 2 temps beaucoup plus visibles qui étaient un temps de création de mobilier test, créer du mobilier urbain et de le créer in situ avec sortir une fabrique de menuiserie, et une phase plutôt d'activation de la place par des moments festifs type fête de la soupe, donc là je vais vous montrer la partie mobilier. Là c'est une maquette qu'on a réalisée avec le public, donc là c'est les enfants et les familles du centre social, pour créer des cuisines mobiles. Ces cuisines mobiles qui étaient un moyen de pouvoir s'installer quand le temps le permettait sur la place, et de créer du coup des espaces un peu autres. En mobilier test, donc ces cuisines mobiles qu'on appelle des guitounes, qui sont pour nous des objets à usage multiple et roulants, parce que la ville aujourd'hui ça peut permettre ça, d'avoir une rotation d'usage sur un même espace. On a créé avec des jeunes des cages de foot sur la place qui étaient aussi des buts au banc qui permettaient aux gens de s'arrêter. C'est un endroit, il faut savoir qu'on ne s'arrête pas parce qu'il n'y a pas de banc. On a créé par la suite un banc-bac. Donc là, en l'occurrence, c'était avec le centre Emmaüs. Donc c'est des personnes qui dormaient le soir sur la place, qu'on a associé dans le projet pour construire un banc-bac, qui est un banc test sur la place, à un endroit où, on va dire, une minorité de riverains, mais les plus entendus, se refusaient à avoir des bancs, parce que c'est synonyme de nuisance sonore et de ramener des jeunes le soir et de faire tout un tas de complications. Donc nous, on a proposé de faire un banc test. L'idée qui est venue de jeunes était là on voit qu'il y a énormément de tasseaux, mais c'était pour la découverte du bois. Ils avaient envie de couper, donc on n'arrêtait plus la coupe de bois. Donc finalement, le banc s'est construit à partir de l'idée de faire découper un maximum de tasseaux de bois.
On a, à la suite de ça, évidemment, parce que ça a été très compliqué, hein, l'histoire du banc. Ça paraît rien, un banc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en enlève à des endroits clés et on en remet à des endroits qui sont beaucoup plus tranquilles, donc en face de parcs ou en face d'endroits où les gens s'asseyant ne vont pas déranger. Sauf qu'en échangeant avec les habitants, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui comptent le nombre de bancs pour aller d'un point A à un point B, et que entre le domicile et le supermarché, par exemple, une personne qui a des difficultés à marcher va pouvoir aller de banc en banc. Et ça, nous, c'est des trajets qu'on n'y présupposait pas forcément à cet endroit-là. Donc là, on est sur une zone où une grande place, pourtant, où il n'y avait pas de banc. Donc suite à la demande empressée de riverains d'enlever le banc, on a organisé la rencontre Parlons Banc, avec à chaque fois on associe un élu pour avoir l'aspect politique, une personne des services de la voirie qui travaille depuis 3 ans maintenant avec nous et qui sont sensibles à la question du design, comme alternative aussi au traditionnel catalogue, de juste choisir des potelets et d'avoir une marge de manœuvre qui finalement des fois est assez rébarbative. Donc l'idée de les associer, eux, c'est aussi que leur expertise est intéressante dans le projet. Et donc on n'intègre pas que les habitants, mais aussi ceux qui y travaillent et qui sont parfois soumis à ces histoires de normes, parce que là on est quand même beaucoup sur un travail de s'affranchir un peu de la norme et d'être un petit peu dans de la norme, on va dire, sécuritaire, en tout cas, une fois que l'étude va valider un banc. C'est vrai que souvent ça peut mettre 5-10 ans avant que le banc soit effectivement installé, et puis entre-temps, il s'est produit d'autres changements qui font que c'est plus forcément une bonne idée de le mettre à cet endroit-là, et puis du coup, les riverains un peu énervés appellent, et puis il faut enlever le banc, donc au final, des fois, on a beaucoup de bruit pour rien, mais c'est vrai que nous, on part du principe que presque il vaut mieux se trouver un autre format de temps d'expérience pour faire du raté et du brouillon, et ça, c'est vrai que c'est encore pas totalement quelque chose de facile à entendre on en parlait à midi, mais pour le politique, c'est vrai que proposer un produit qui n'est pas totalement fini et prêt à l'emploi, c'est pas toujours évident et c'est pas toujours facile. Je vais vous montrer ensuite d'autres idées dans ce sens-là. Là, c'est la rencontre Parlons Pigeons, parce que c'est vrai que le volatier est un gros problème, donc pareil, à chaque fois on associe des ornithologues de la ville de Paris. Il y avait des groupements d'habitants pro-pigeons, des anti-pigeons. Là, on a, dans le cadre d'une fête de la soupe, qui était quelque chose de bien plus répandu dans le Nord que chez nous. C'est vrai que là, sur le principe d'un événement où le centre social voisin va être très, très demandeur de ce type d'événement, nous, on se porte comme opérateur d'un événement festif, mais pas que. C'est-à-dire que dedans, on va sérigraphier, on va inventer une table à jouer, on va proposer une manière d'envisager la place et surtout de capitaliser une sorte de temps fort un peu hors du temps, parce que c'est vrai que tous les jours, on ne pourrait pas avoir la fête permanente à chaque fois qu'on sort de chez soi, mais d'y passer un temps autre, c'est-à-dire qu'on s'approprie différemment, on va sortir et puis d'un coup, on va se parler et puis se faire une partie de Scrabble en croûton, ça va permettre autre chose. Et c'est vrai que c'est un endroit où le soir, il y avait beaucoup de familles qui témoignaient de crainte à passer à un endroit où on a des jeunes qui traînent, qui boivent, qui parlent fort et qui nous alpaguent. Et une fois qu'on y a passé une soirée vraiment sympa, c'est vrai qu'on y repasse et qu'on a parlé à ces mêmes jeunes, puisqu'ils faisaient partie d'un groupe de projets d'écoute sonore sur le travail. On s'aperçoit qu'en fait, ils ne sont pas si méchants, même s'ils parlent beaucoup et qui boivent beaucoup aussi, parfois. Donc on a un comité d'experts qui est composé à la fois de gens qui dorment dehors, et habitent, et travaillent, et vendent, si c'est des restaurants, et sont élus, pour apprécier et goûter les soupes. Voilà, on danse, on remercie les vainqueurs. Il y a des séances de cinéma projetées, il y a des séances de sérigraphie, cuisine, voilà, on joue, on se retrouve. On plante aussi, parce qu'il y a tout un tas d'espaces où les acteurs du quartier souhaitaient planter des choses. Donc, nous, on a invité 2 paysagistes qui étaient
élève de Gilles Clément et de travailler sur les friches. Et on est parti à arpenter toutes les friches du quartier pour un peu voir ce qui poussait et comment la mauvaise herbe pouvait être parfois intéressante dans ces endroits sans pour autant rapporter de la plante ornementale. Donc il y a eu plein de découvertes et puis d'y planter de mettre à cet endroit-là des plants qu'on pouvait manger aussi, c'était intéressant. Voilà, ce projet il est assez vaste et il est encore en cours. On est en train de rendre prochainement les résultats du data game et c'est vrai que sur 3 ans de ce petit laboratoire, ça a permis de toucher un nombre important de personnes. On n'a pas aujourd'hui encore de projet définitif sur les futurs aménagements, mais l'idée c'est quand même de transformer cet espace-là et là vous voyez la place, en gros, elle est vraiment scindée en 2 parties. On a une partie de parc privé avec des cours très très branchés et très bobos de milieu plutôt du cinéma et une partie de logement social du bailleur Paris Habitat. Donc c'est vrai qu'on est à un entre-deux qui est très symptomatique du quartier, mais pour autant on ne se parle pas vraiment encore entre les 2 parties de la place. Mais c'est vrai que ces temps-là, maintenant, c'est à la fois les temps forts qui sont très visibles, qui pour nous sont la petite partie de l'iceberg, mais finalement qui sont la partie la plus visible pour les gens qui y passent, sont importants. Et aujourd'hui, on passe un peu la main aux acteurs du quartier, donc le centre social, les associations on a un centre Emmaüs à côté et un centre qui s'occupe plutôt d'éducateurs de rue, à qui on propose d'être juste accompagnant, c'est-à-dire pour tout ce qui est de l'ordre d'outils graphiques si besoin, de conception de mobilier. Donc ils nous ont fait part d'un besoin de garden guitoun pour entretenir les jardinières. Donc on a construit avec eux ces engins mobiles pour transporter leurs arrosoirs. Ils nous sollicitent pour voilà, diverses choses. Et nous, on fait une sorte de tuilage avec eux de comment on investit l'espace public autrement et comment on sensibilise aussi les élus à un travail qui finalement est autre et justement qui touche au cœur de la cité. On parlait ce matin de ce qui était le politique et le rôle du débat public presque. Et là, en proposant nous à des instances qui étaient habituellement des séances plénières le soir tard dans des écoles primaires avec une poignée d'habitants, là on a fait des débats publics avec plus d'une centaine de personnes sur place, dehors, et du coup l'idée d'Agora elle fait aussi sens parce qu'on peut intervenir de sa fenêtre, on peut arrêter un passant qui réagit. Donc pour le politique c'était pas évident parce que ça fait une difficulté à être d'un coup mise à nu presque et sujet à de la critique, parce qu'on a aussi des échanges qui des fois sont violents, mais qui sont riches parce que du coup ça permet une participation qui n'est pas juste galvaudée sur des termes de faire participer les gens à tout prix et au final on arrive un peu trop tard ou de manière trop anecdotique sur le projet urbain. Donc c'est vrai que là s'emparer et puis se dire on peut agir, c'est important. Je vais passer au deuxième projet que je voulais vous présenter, qui est celui-ci à Saint-Denis. Nous, on a démarré, je disais tout à l'heure, un travail qui était dans l'espace public avant d'y installer nos bureaux, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas bêtement pas d'atelier et que l'espace de la rue était important pour nous pour expérimenter. Donc au départ avec les moyens du bord et puis finalement de plus en plus avec l'idée de donner de l'ambition à ces projets-là. C'est vrai qu'on avait l'habitude pour certains de concevoir du projet urbain qui était de manière toujours très verticale et vu d'en haut, vu d'un ordinateur. On ne se rend pas compte effectivement comment déplacer un espace d'aire de jeu et comment aménager un espace barbecue. Ça peut être simple en 2 clics, mais finalement dans la vraie vie ça se passe autrement. Il y a des usages qui restent plus forts que ce qu'on peut y projeter, en tout cas quand on n'y vit pas, et on ne peut pas vivre partout là où on voudrait travailler, ce qui serait bien mais un peu compliqué. Donc sur cette cité de Joliot-Curie, nous on est arrivé en phase de la fin d'un projet de réhabilitation par l'ANRU, qui est un projet qui se passait pas très bien puisque la sous-traitance faisait que les habitants étaient plus victimes de la rénovation que les heureux bénéficiaires. Donc des gens qui avaient des compétences et dans le bâtiment et dans
des savoir-faire de rénovation se retrouvaient avec des trous béants sur l'extérieur, des robinets inversés, tout un tas de choses. Et tout à l'heure, on parlait de plomberie, mais finalement, là, il y est presque question, parce que se remettre à pouvoir faire des choses dans son habitat, c'est important aussi, parce qu'il y a un moment donné où on peut participer, et du coup, il y a une histoire de savoir-faire qui est vraiment au cœur du projet. Et nous, sur cette partie de réhabilitation, il y avait donc l'habitat qui, en échangeant avec des habitants qui vraiment subissaient ça, il y avait aussi l'histoire de la réhabilitation de tous les espaces communs, qui là, pour le coup, ne sont pas de l'espace public, puisqu'on est tripartite avec un bailleur social, avec une communauté d'agglos, avec une ville, où tout le monde se renvoie un peu la gestion de ces espaces-là, mais finalement, on n'en fait rien, on enlève un endroit juste, on supprime une aire de jeu. Et dans ce même temps, nous, on dit pourquoi ces espaces-là, on ne pourrait pas les investir avec des gens qui ont envie et qui ont les compétences de faire. Donc, on propose de créer autour de Made in Joliot, qui serait remettre un peu de local dans ce projet-là. Un aspect aussi positif, mine de rien, parce que la plupart des gens, au départ, disent « mais de toute façon, ici, on ne peut rien faire ». Et c'est vrai qu'il y a une sorte de tristesse et de lassitude ici il ne se passe rien, il ne pourra rien se passer parce que de toute manière ça rate. Donc c'est assez terrible à dire, mais c'est vrai que là nous avec tout la bonne volonté et l'entrain qu'on pouvait avoir, on ne s'attendait pas à dire si on faisait du potager et en fait devant des gens qui disent mais ça ne va pas marcher, les gens vont le détruire. Donc là, toute l'idée de faire ces petites utopies ordinaires commence à prendre un peu de plus en plus d'ampleur. Et puis on se dit, avec des gens qui quand même se disent, tentons, on verra, ce sera détruit, mais tentons quand même de faire quelque chose. Donc nous, on pose notre container, on avait un container qu'on installe pour faire une partie d'espace qu'on a appelé co-design, puisque c'était sur l'idée d'habitants de faire soi-même, pour le coup en marge des Fab Labs et des lieux branchés de Do It Yourself, des gens qui disaient mais nous on sait faire, donc on veut échanger, et puis il y en a qui savent tapisser, il y en a d'autres qui savent faire d'autres choses. On va mettre en partage un lieu de savoir-faire. Au départ c'était technique du mur, et puis de faire ses meubles soi-même. Dans le même temps, nous dans notre atelier on avait de quoi faire de la sérigraphie, et c'est ce qu'on développait. Donc on décide de lancer une fabrique de papier peint sérigraphié, donc faire soi-même ses motifs et les imprimer ensuite. Et puis une fabrique de potager qui serait en pied d'immeuble de la cité. Donc là je vais vous montrer l'espace avant qu'on intervienne. Donc on a rasé une aire de jeu, et puis pendant 4 ans personne s'est dit que c'était gênant qu'il n'y ait plus rien, parce qu'en fait, le fait qu'après, personne n'y aille, du coup, on se dit c'est pas forcément bien de faire quelque chose, puisque personne n'y va. En fait, personne n'y va parce qu'il n'y a rien à faire, quoi. C'est vide, et non, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et puis, si personne n'y va, ça laisse la place à des petites ventes de trafic irrégulier, à des choses pas toujours très agréables. Et puis finalement, les gens, de fait, oublient ces endroits. En fait, c'est éludé. Donc, comme en plus, il y a des gestions mises en partage, on se dit, bon, il y a juste un compteur EDF, pas besoin, en fait, d'y accorder de l'importance, ni même des fonds, puisqu'il n'y se passe rien. Et puis, nous, on a commencé avec ces jeunes qui squattaient et qui aimaient bien se détendre aussi, pas que être dans du mobilier restrictif qui empêche aussi de s'allonger, avoir des espaces au-delà de la convivialité, vraiment de détente, quoi, d'espaces verts agréables. Et donc on a commencé à écrire avec eux l'idée d'un banc banquette où on pourrait s'allonger, jouer aux cartes et en même temps papoter. Là c'est une chanteuse d'opéra qui est venue après que le potager soit lancé, donc on a construit le potager. C'est vrai qu'il y avait énormément de gens qui avaient des tas de compétences en termes de potager. Donc là, les échanges avec nous, nos compétences, il y avait un paysagiste dans l'équipe, mais évidemment, les gens avaient ces compétences-là, ou de leurs parents, ou avant d'arriver, certains en France connaissaient très très bien le milieu rural
la plantation. Donc en fait, tout le terreau était là, j'ai envie de dire. Il n'y a eu qu'à apporter la terre. Donc là, on a construit effectivement ce banc banquette juste sur place. Donc il a été construit avec celui-ci plutôt avec des ados qu'avec d'autres familles qui découvraient en même temps qu'on pouvait effectivement manipuler le bois simplement dehors. Là, à l'intérieur de notre container avec notre papier peint, la fabrication de mobilier, donc répondre à un cahier des charges, la sérigraphie, faire son papier peint. Et dans la foulée, donc ça, c'est la sérigraphie. Dans la foulée, l'antenne jeunesse qui était sur la cité se dit « Ah, bah très bien, nous, on a une sorte de petit dalle devant notre antenne jeunesse. On aimerait bien faire du mobilier, mais on est un peu bloqué sur le fait qu'on ne peut pas le laisser le soir parce que du coup, il y aurait trop de jeunes la nuit qui dérangeraient les riverains, etc. » Donc nous, on échange avec eux, plusieurs réunions, et puis on s'en saisit avec le bailleur, la ville, etc. Et on se dit, bah, pourquoi pas faire un mobilier mobile qu'on pourrait rentrer, sortir, moduler, installer. Donc le Joliot Terrace Club est né comme ça, sur un projet d'une envie des acteurs sociaux, d'associer. Eux, c'était plutôt la cible des 12-16 ans, et puis des 16-25. Donc on a fait un travail de construction, atelier bois, tout le cahier des charges a été posé par les futurs utilisateurs. Donc on a le mobilier qui s'est construit comme ça. Sur cette phase, c'est vrai que ça donne plein d'idées aux autres acteurs qui du coup voient qu'on peut aussi faire les choses qui correspondent effectivement à une manière d'utiliser les espaces. Nous, là, on se porte vraiment comme accompagnateur de la démarche. C'est vrai qu'on on a un panel d'outils dans notre sacoche qui permet aussi d'être à différents endroits de la proposition, mais souvent, on est aussi là pour faire un petit travail invisible, un peu on va dire, peut-être de petites souris, parce qu'on n'est pas justement du champ social, ni du champ de la ville, ni par notre liberté d'aller voir un peu chaque acteur et de se faire comme ça un peu ciment entre les envies et les besoins. Et du coup, toutes ces questions-là, nous, de faire soi-même, c'est vrai que ça fait beaucoup avancer les possibilités. D'un coup, il y a un champ pour beaucoup de personnes qui s'ouvrent, de dire si on faisait nous-mêmes les choses. C'est vrai qu'au départ, nous, de notre action, il y a toute une partie qui est de transformation de l'espace public, de mettre l'usager au cœur de notre projet, etc. Et puis, petit à petit, on se rend compte aussi qu'il y a des dimensions économiques qui émergent rapidement. Donc, voilà, avec notre approche de trouver d'autres modes de participation, de mettre le jeu aussi à des endroits où on ne le retrouve pas forcément. On s'est aussi saisi après de l'idée de pouvoir faire une sorte de petite usine dans notre atelier qui est, je vais dire, un ancien garage où on a nos bureaux. On est aujourd'hui, on est une petite structure, je ne l'ai pas dit au départ, mais aujourd'hui on est 5 salariés et 10 personnes freelance qui gravitent autour, donc ça reste très modeste et puis avec une échelle de projet qui est ce qu'elle est, mais qui fonctionne comme une petite agence. Mais on a des machines de sérigraphie et des machines de construction de mobilier en bois, essentiellement. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas générer sur place un format qui permettrait de créer une économie locale, de créer une dynamique, c'est vrai, qui va un peu aussi je dirais pas à contre-courant, mais au contraire en complémentarité de choses qui sont expérimentées plutôt dans le cadre de l'école en ce moment, de type Fab Lab, etc. Et du coup, nous, on s'est associés il y a quelques temps, par exemple, sur la mutualisation d'une CNC et de trouver en adéquation les moyens de développer d'autres modes de production. Mais l'idée d'associer aussi des étudiants dans le cadre de workshops avec une recherche qui est aussi libérée pendant l'école, qui permet d'expérimenter un tas de choses
et de la mettre en connexion avec le réel et la vraie vie, des vrais besoins, ça permet, nous, de nous positionner à un endroit, de faire ensemble, mais si possible, en dégageant derrière une viabilité économique aussi pour les personnes avec lesquelles on travaille. C'est-à-dire que ce n'est pas juste quelque chose qui va tourner autour d'une découverte. Alors, par moment, on fait cette phase de découverte pour aussi remettre les métiers de la main aussi avec des personnes qui, des fois, ont un peu oublié qu'on pouvait faire de manière pas trop complexe, effectivement, sans que ce soit très, très compliqué, etc. Mais faire soi-même. La semaine dernière, j'avais encore une personne qui me disait, mais là, de faire mon papier peint, je me rends compte que même si ça prend plus de temps, mais le plaisir n'est pas le même. Et finalement, je vais m'asseoir dans mon canapé, je vais regarder chez moi autrement, alors qu'en fait, mon habitat n'aura pas bougé, enfin, son logement n'aura pas bougé, mais quelque part, il y aura une ligne qui aura bougé dans la manière dont on s'y sentira bien. Et l'idée nous est venue, du coup, de lancer une fabrique de papier peint, où on pourrait derrière embaucher des gens aussi du quartier. Donc aujourd'hui, on a lancé les papiers peints Kotchenko, qui sont une ligne de papier peint à part entière. Voilà, donc on lance un produit avec un tirage assez limité, avec entièrement fait à la main et imprimé à la main, et avec l'idée que ce produit-là, il peut être, en tout cas dans une phase de test et d'expérimentation. On a un volet de création de mobilier pour des espaces publics. Je vais vous montrer un peu ce qu'on teste là sur du mobilier qu'on assemble avec, ça c'était l'idée de John, de travailler sur des planches où on a le moins de pertes possibles, où on peut assembler facilement, parce que sur les chantiers, on va travailler avec différents degrés de compétences. Et derrière, on sort sur des bancs pour enfants aussi, des bancs éléphants, sur différentes gammes de mobilier. Et là, c'était le papier peint dont je parlais tout à l'heure, dont on lance une boutique avec l'idée effectivement que la dimension locale et territoriale puisse être vraiment importante dans notre projet. Tout ça, en fait, pour dire que sur nous, je vous remets juste un petit moment en arrière sur la fabrique sur ces espaces-là, parce que notre atelier, en gros, est juste derrière ces petites... On est sur un quartier un peu type vernaculaire, avec des petites maisons qui avant étaient des maisons plutôt... on est dans le bassin de Saint-Denis, où il y avait toute une partie de personnes qui travaillent dans les usines derrière la plaine. Et c'est vrai que tout ça, nous, on dit qu'aujourd'hui, entre nos savoir-faire qui sont au départ effectivement designers, architectes, urbanistes, etc., et entre des artisans qui ont à cœur des savoir-faire et des compétences spécifiques, on peut se retrouver autour d'un projet qui, pour le coup, est un projet collectif, accessible et économiquement viable. Donc voilà, sur cette partie-là, pour nous, c'est important. Moi, je pense que c'est un peu, pour nous, pas évident de se retrouver dans une catégorie type design social, ou en tout cas design d'utilité publique, ou dans toutes ces questions-là, parce qu'on est sur des lignes, on est aussi sur des lignes où on dit que de par notre approche, on peut mettre effectivement l'usager au cœur du processus, et que finalement il continuera de se développer, quitte à ce qu'aujourd'hui on développe différents types de produits, et qu'après-demain on se lance dans une nouvelle aventure en fonction des personnes qu'on rencontre. Mais c'est vrai que voilà, notre histoire fait que les choses se sont construites de manière extrêmement empirique et avec une très petite échelle. Même si aujourd'hui, on fait effectivement partie d'une sorte de mouvance de collectifs et de groupes qui se développent de manière excessivement forte aujourd'hui. Et
il y a plus d'une trentaine de collectifs sur toute la France qui se développent. Il y a tout un tas de choses qui se développent dans les écoles. Alors je ne sais pas si ici ça en fait partie, mais de se mettre en groupe, d'organiser ses propres workshops, de trouver un moyen de faire soi-même, etc. Mais c'est hyper important de le développer dès l'école et on parlait tout à l'heure des finalités économiques. C'est vrai que on pourra échanger si vous avez des questions, mais de trouver de quoi faire ses propres commandes, d'inventer un mode de production autonome et par un biais qui est... Alors pour nous, on n'est pas du côté, pour le coup, de l'art contemporain, parce qu'on n'appartient pas du tout à ça, mais qui est en même temps une économie complètement... voilà, mais en même temps, on trouve des moyens aujourd'hui d'être sur des lignes un peu dérivées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être... avec des gens qui ont l'habitude, je le disais tout à l'heure, d'être sur de la commande de catalogue, de mobilier très figé qui va être produit très très loin et sur des lignes de voirie, d'aménagement, des fonds d'investissement à la transformation de la ville, ou bien des fois on va être sur des lignes, quand on propose une fête de la soupe, sur des choses pluridisciplinaires, donc qui mélangent la convivialité, la gastronomie, la performance artistique, parce que des fois il y a quelqu'un qui vient faire une présentation, donc d'autres fois on va être sur des lignes de financement qui appartiennent plutôt au champ du social, de la politique de la ville, parce que on est sur des quartiers qui sont prioritairement ciblés, qui ne le seront peut-être plus demain parce que les choses évoluent très vite, mais voilà, sur lesquels on n'a pas choisi d'aller parce qu'ils étaient en difficulté, mais qui de fait avaient des sortes de friches, de lieux de possibilités incroyables, en tout cas de choses à faire. C'est vrai que nous, là, dans cette idée-là de Bouchain, de dénormer le logement social, on est aussi dans l'idée de pouvoir inventer un mode de ville qui soit effectivement, même si on est dans plein d'échelles micro-locales, finalement de faire bouger ces lignes-là, et ces lignes-là, elles bougent aussi aujourd'hui avec le politique, même si les changements politiques ne sont pas toujours évidents à suivre. On parlait de radicalisation ce matin. Je pense que la radicalisation, elle fait aussi que la précarité et le repli sur soi, ça ne permet pas forcément de reprendre en main les règles de la ville, et on ne peut pas forcément rester dans l'entre-soi non plus à essayer de voir comment la participation pourrait être plus effective et comment les gens pourraient davantage s'emparer de la ville si on ne s'y frotte pas de manière vraiment plus simple et plus modeste aussi, avec même si on a une grande ambition derrière. C'est vrai que se repermettre, on le redit souvent, mais de rater, de faire des tests et d'associer des gens de manière un peu spontanée, c'est important dans un contexte où c'est vrai que la ville aujourd'hui, elle est quand même prise d'assaut par des decos, des voitures qui sont de plus en plus grosses, qui enlèvent de plus en plus de place, et il faut quand même être dans d'autres registres que simplement la tranquillité publique et l'ordre établi, avec des objets qui empêchent de se blesser, des objets qui empêchent de se réunir, etc. Voilà, lutter contre des objets empêchants. Voilà, je ne sais pas si vous avez